place. Avant de commencer le conseil, je vous informe que vous êtes filmé. Cette fois-ci, ce sera en direct. Il est possible qu'on passe dans les rangs ou prendre en gros plan, donc évitez d'être sur vos portables. Je vous propose très bien, je vous propose que l'on commence et je vais donc demander à Madame la directrice générale des services de procéder à l'appel nominatif des conseillères et conseillers. Patrice Leclerc. Présent. Anne-Laure Pérez. Présente. Mohamed Grichy. Présent. Yasmina Attaf. Présente. Laurent Noël. Présent. Delia Toumi. Présente. Philippe Clochette. Zineb Zouaoui. Présente. Grégory Boulor. Présent. Carole Lafont. Présent. Christophe Bernier. Présent. Alexandra D'Alcantara. Présente. Roger Duguet. Présent. Isabelle Massard. Présente. Belkacem Bouchen. Maria Blanca Fernandez. Chaouki Apsi. Nadia Mouadine. Ibrahima Ndiaye. Présent. Sophia Manseri. Présente. Mamed Binagdan. Sonia Blanc. Christian Deschênes. Céline Lanoisellé. Zine Boukrich. Il est en retard, il arrive. Véronique Desmaîtres. Richard Mera. Gwenola Haug. Donne. Khalid Damoun. Aurélie Remacle. Éloi Simon. Fabienne Moreau. Présente. Mohamed Dani. Mariama Gassama. Pouvoir à Anne-Laure Pérez. Maxime Cazot. Lucille Abadi. Brice Nkonda. Karine Chala. Hassen Meharga. Abdel Nasser Lajili. Pouvoir. Céline Provost. Fatia Sey. Jacqueline Marichaise Clairaut. Je ne l'avais pas vu. Très bien, merci. Nous avons donc le quorum. Je vous propose de passer à la nomination du secrétaire de séance. Et je vous propose M. Khalid Damoun. Est-ce que vous êtes d'accord? Je ne vois pas d'opposition. Eh bien, M. Damoun sera notre secrétaire de séance. Je vous propose aussi, chers collègues, vous l'avez vu dans l'actualité, de respecter une tradition républicaine. Valéry Giscard d'Estaing, l'ancien président de la République de 1974 à 1981, est décédé le 2 décembre dernier du Covid-19. Mercredi 9 décembre, la France organisait une journée de deuil national en sa mémoire. Et même si nous avons passé notre temps à nous opposer à sa politique, je pense qu'il est juste et normal que notre conseil municipal s'associe à cette journée de deuil national en sa mémoire en observant 1 minute de silence en mémoire de ce dirigeant politique de premier plan. Je vous remercie. Je vous remercie. Oui. On me souffle à l'oreille, je ne sais pas si c'est l'idée du décès qui tape. Je voudrais féliciter, on a 2 collègues. Une collègue, on n'avait rien dit parce que c'était cet été, mais Lucie Abadi est maman.
Et Khalid Damoun est papa depuis très peu. Voilà. Donc, félicitations. Je vous propose de passer à l'approbation du procès-verbal de la séance du 18 novembre 2020. Est-ce qu'il y a des remarques? Je n'en vois pas, donc le procès-verbal est approuvé. Il est approuvé. Je vous rappelle qu'il faut assurer les gestes barrières et je vous demande de conserver votre masque pendant toute la séance, et y compris essayer de le supporter avec le nez sous le masque, parce que l'idée c'est de protéger les voies respiratoires et les expulsions. Ce n'est pas un élément décoratif. Je vous remercie. Donc vous avez trouvé sur table les vœux 1 pour l'égalité républicaine de nos villes et quartiers populaires, un vœu 2, prévenir les violences chez nos jeunes. Je vous propose et puis le vœu, j'attire juste votre attention sur le 1, il a été légèrement modifié par rapport à celui que vous avez reçu parce qu'il tient compte de l'actualité. Il y a des choses qui ont bougé dans l'actualité, donc autant que le vœu corresponde à la réalité et pas déconnecté. Je vous propose, après avoir ouvert notre conseil municipal, de le refermer, puisque nous allons avoir... Donc je fais une interruption de séance pour permettre à des personnes dans le public d'intervenir, puisque nous allons faire un point d'information sur les résultats de la consultation Ébullider, et il est de tradition que les personnes qui ont remporté cette consultation s'expriment devant le conseil municipal pour expliquer leur projet. Je vais laisser la parole à Monsieur Noël sur ce sujet. Merci Monsieur le maire. Bonsoir chers collègues. En 2020, malgré un contexte sanitaire un petit peu compliqué, on a maintenu Ébullider. Une seule thématique a été proposée, celle de l'environnement développement durable. On a décliné cette thématique en sous-thématiques, espace vert, économie d'énergie et énergie renouvelable, baisse de la pollution sous toutes ses formes, complément d'équipement au sein des jardins partagés déjà existants et recyclage. Après une phase de dépôt d'idées puis d'instruction des services, 15 projets ont été retenus comme éligibles. Alors, je vous rappelle que sur tous les projets que nous recevons, certains sont considérés comme éligibles parce qu'ils rentrent dans des critères que nous avons définis et qui correspondent à ce que la ville a légalement le droit de faire et ce que la ville est en charge de faire. Et d'autres demandes ne correspondent pas à ce que la ville a le droit de faire, donc forcément, ces projets sont considérés comme non éligibles, mais l'ensemble de ceux qui font ces propositions sont rappelés, on leur explique pourquoi c'est éligible ou non éligible, et ils sont éventuellement orientés si leurs idées impliquent le conseil départemental ou la région. Voilà. Donc cette troisième édition d'Ébullider a vu son record de participation à la votation avec 567 votants, correspondant à 1700 votes, vu que chaque votant pouvait voter pour 3 projets. Donc au conseil municipal de ce soir, il s'agit d'annoncer officiellement la liste des projets élus par la population. Cette année, 13 projets sur 15 pourront être réalisés, comptabilisant un total de 236 500 € sur les 244 000 dédiés au budget participatif Ébullider. Donc, je vais vous rappeler rapidement la liste des projets votés par les habitants. Donc, des fleurs pour les abeilles et du miel pour Gennevilliers, 254 votes. L'ultime anti-moustique naturel, la chauve-souris, 223 votes. Espace pique-nique au parc d'Estévines, 202 votes. Capteur de présence pour l'éclairage public, 193 votes. Des arbres fruitiers pour la collectivité, 168 votes. Installer des parkings sécurisés, le vélo c'est bon pour la santé et pour la planète, 167 votes. Plus de pistes pour les vélos, 119 votes. Book 1 pour tous, 71 votes. La Givebox périculture, 67 votes. Pied des arbres fleuris au Grésillon, 59 votes. Privilégier les énergies renouvelables au sein du jardin partagé La Main Verte, 49 votes. Écodon, 35 votes. Ralentisseur rue des Landes, 32 votes. Alors, habituellement, on invite l'ensemble des porteurs de projets éligibles ainsi que leurs proches au conseil municipal. On les reçoit en amont, on papote un peu, on boit un verre.
Là, vu le contexte, c'était un petit peu compliqué, donc je vais vous présenter les 3 lauréats, puisqu'on s'est tenu à un effectif resserré. Donc, Madame Sanz-Deviteri, Maria Louisa. Monsieur Le Fouler, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas s'il est là. Il n'est pas arrivé, et ben voilà. Et Madame Atri Nawel, qui est là, oui, et ben voilà. Donc, ils vont chacun vous présenter leur projet en 2 minutes. On commence avec le projet arrivé en tête. Je ne sais pas si vous avez un micro. Attendez, on va vous amener un micro. C'est à vous. Attendez que... Il n'est pas allumé. Non, il a fait exprès parce qu'il aime bien déstabiliser les gens. Allez-y. C'est bon. Soyez détendus, ça va Allez-y. bien se passer. Non, mais je suis détendue, merci. Donc, tout d'abord, merci d'avoir proposé ces projets et de nous permettre de réaliser nos idées. Mon idée, donc, elle m'est venue parce que j'ai un rucher ici à Gennevilliers. Et je suis tombée amoureuse de cet animal fantastique, l'abeille. Et je me suis rendu compte combien il était utile pour nous, pour les humains, pour l'alimentation des personnes, et combien il était fragile. Donc je me suis dit, on pourrait faire quelque chose pour aider cette petite bête à s'épanouir dans notre ville. Donc, avec le projet Iboulidé, je me suis dit, pour aider cet animal qui cherche pendant les floraisons à avoir son aliment pour pouvoir faire du miel, eh ben, on pourrait faire de nos espaces verts un endroit fleuri avec l'utilité de l'abeille. Donc concrètement, je proposais d'utiliser les espaces verts de la ville pour planter des plantes mellifères. Donc les plantes mellifères, ce sont des plantes, des arbustes, des arbres qui font des fleurs qui sont utiles à l'abeille pour qu'elle puisse faire du miel. Et donc, concrètement, ce que je souhaiterais faire, si je suis associée à l'idée, c'est de proposer de faire des plantes qui ont une floraison la plus étendue possible dans l'année, parce qu'il y a des fleurs qui fleurissent dans un espace court, enfin ça dépend des plantes. Donc, donner aux abeilles dans nos espaces verts une floraison qui va aller de février jusqu'à septembre, en choisissant les bonnes plantes. Et donc, ça fait de nos espaces verts des endroits utiles pour les abeilles. Ça fait pour Gennevilliers des belles fleurs. Et ça permet à des associations qui ont des ruchers ou des personnes qui sont intéressées à avoir des abeilles, d'avoir des abeilles bien grosses, bien alimentées, qui font plein de miel et qui vont nous permettre de proposer du miel des Gennevilliers aux Gennevillois. Voilà, en 2 minutes. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce beau projet. Monsieur Le Fouler n'étant pas là, on va passer à Madame Atri. Allez-y, madame. Déjà, bonsoir à tous. Merci de m'écouter ce soir. Je ne suis pas porteuse du projet seule. Du coup, mes camarades n'ont pas pu être présents dû au protocole sanitaire. Du coup, notre projet il porte sur des tables de pique-nique au parc des Sévines. Tout d'abord, on a pensé ce projet car il y a 2 ans de ça, nous avions un stand au titre du service jeunesse au parc des Sévines pendant la période d'été. Et du coup, en fait, on s'est rendu compte que la ville proposait des accès à des chaises, des chaises longues, mais il y a beaucoup de familles qui se présentaient avec de la nourriture, de quoi faire un petit pique-nique. Et on en a déduit qu'il était plus agréable de manger sur des tables de pique-nique avec des tables, des bancs, plutôt que de manger par terre, sachant que l'herbe n'est pas forcément verte partout. Et du coup, on a pensé ce projet par rapport à ça. Mais également, moi, en tant qu'étudiante et mes camarades également, on sait que pendant les périodes où il ne fait pas très très froid, on cherche des endroits pour se réunir afin de faire des travaux de groupe, sachant qu'en général, les travaux de groupe, ça demande beaucoup de travail et
ça génère beaucoup de bruit, malheureusement, et dans les bibliothèques, etc., c'est pas forcément très toléré. Du coup, on aime bien se rencontrer dans des endroits extérieurs. Je sais qu'au parc Camille Ronce, au Grésillon, je ne sais plus si c'est Camille Ronce. Oui, exactement, désolée. Il y a des tables et des chaises, et on a déjà eu l'occasion d'aller s'installer là-bas, mais après, on s'est dit qu'au parc des Cévines, ça aurait été intéressant également, parce que du coup, on ne va pas tous se retrouver au parc des Grésillons. Et du coup, voilà, par rapport à ces deux facteurs, principalement, on a pensé ce projet. Et voilà. Eh bien, merci. Bravo, merci pour ce deuxième projet. Alors, pour le troisième, tu peux peut-être dire un mot, puisque la personne n'est pas là. Bien sûr. En fait, c'est le deuxième, c'est celui qui Oui, arrive oui, le deuxième, bien si sûr. j'ai bien compris. Alors, c'est l'ultime anti-moustique naturel, la chauve-souris, mais j'ai peur de dénaturer un petit peu en le présentant, parce que je n'ai pas participé aux derniers travaux qui ont été faits là-dessus. Il veut mettre des abris, si j'ai bien compris. Oui, mais ça, je préfère vous réinformer un petit peu plus tard. D'accord. Parce qu'on a l'intitulé, mais il faut encore qu'on décline. En fait, notre mode du jeu, c'est qu'il y a les idées qui arrivent au service. Ensuite, il y a un très long travail pour les services de voir la faisabilité, de voir si c'est légal déjà, de voir la faisabilité pratique et de chiffrer. Donc, à ce titre, je souhaiterais remercier l'ensemble des services qui ont participé à ce très gros travail. Ça permet aussi à nos services de travailler un peu plus en mode horizontal, puisque là, il y a énormément de services qui travaillent ensemble pour faire le tour de ces projets. Remercier Samia Amara, qui est là-bas au fond, qui est la cheville ouvrière de ce projet et sans qui on n'avancerait pas aussi bien que ça. Voilà. Merci à vous, et puis en espérant une belle édition des Bulles l'idée l'année prochaine. Bien. Au revoir. Merci beaucoup. Je réitère mes remerciements, surtout que ce sont des projets qui me sont à cœur. Sur les abeilles, vous comprenez pourquoi. Et pour les chauves-souris, il faut savoir qu'une chauve-souris, ça mange son poids par jour en moustiques. Et on a des nids de chauves-souris qui sont déjà à Gennevilliers, il y en a dans le parc des Cévines, il y en a dans le cimetière, et que c'est vrai que si on pouvait les faire rentrer dans la ville, manger quelques moustiques, ce serait une bonne chose. Et les chauves-souris ne mangent pas les abeilles, donc l'un n'empêche pas l'autre. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous propose de reprendre notre séance et nous allons faire un point d'information sur les bulles musicales, un dossier porté par Yasmina Attaf. Je lui passe la parole. Oui, bonsoir, monsieur le maire et chers collègues. Donc, on va vous faire une petite présentation des bulles musicales que nous allons installer dans nos crèches municipales. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une bulle musicale? Alors, c'est un outil pédagogique unique au monde qui est breveté depuis 2008. C'est un espace multisensoriel. Alors, comme vous l'avez vu sur la photo précédente, c'est un igloo qui accueille les enfants dès le plus jeune âge et qui permet une pédagogie musicale et l'inclusion de tous les enfants. Ça permet l'ouverture vers l'art et la culture et le développement des apprentissages et du langage autour de projets musicaux. Alors, le projet pour les crèches municipales, c'est donc d'équiper dans un premier temps 3 établissements d'accueil de jeunes enfants en 3 ans. Alors, on a commencé par la crèche Anatole France, puisque la bulle musicale a été livrée pendant l'été 2020 et est opérationnelle depuis l'automne. Ensuite, nous équiperons la crèche République à l'été 2021 et on terminera dans un 3e temps par la crèche du Luth. On n'a pas installé la bulle parce que la crèche est en construction, mais on a déjà imaginé l'endroit dans lequel elle serait. Et donc, la bulle musicale a été totalement intégrée au projet de la crèche. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une bulle musicale et quels sont les objectifs pour les enfants d'abord? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, développer le langage, le vocabulaire grâce à la musique. Ensuite, maintenir les capacités auditives.
permettre aux enfants d'être prêts pour entrer à l'école, découvrir de nouvelles activités et de découvrir le monde. Pour les familles, c'est participer au projet de la crèche, puisque les familles sont totalement intégrées au projet, partager sa culture, participer à des moments conviviaux avec les enfants, découvrir les cultures du monde et s'inscrire dans une démarche projet avec la crèche. Et pour les professionnels, c'est bien évidemment développer leurs compétences, varier les capacités. Alors, développer leurs compétences, c'est qu'en fait, nos professionnels sont formés, et c'est ça qui est intéressant aussi dans ce projet, sont formés à travailler autour de la bulle musicale. Donc, du coup, ça renforce leurs compétences, et c'est intéressant pour cela. Et puis, ça permet aussi de créer du relationnel avec un relationnel différent avec les familles et les enfants. Et puis, les professionnels aussi bénéficient d'un accompagnement tout au long du projet. Voilà. Alors, ce projet vise aussi à renforcer le partenariat avec Cap Enfant. Alors, Cap Enfant, c'est un réseau de crèches interentreprises qui est installé à Gennevilliers depuis 2006. Et Cap Enfant gère 2 crèches sur le territoire, dans le secteur des Barbagniers et celui des Louvresses. Donc, le projet a été bien évidemment budgété et il est financé. Il a été intégré dans le budget de la ville et de la DPE, donc la direction de la petite enfance, dans le cadre de ces projets nouveaux. Le coût total pour les 3 années est de 154 500 € TTC, soit 51 500 € TTC par bulle musicale. Ce coût comprend le matériel et l'installation, la formation des professionnels, l'actualisation et le suivi du projet avec Cap Enfant. Une recherche très efficace a été menée par les services de la ville pour pouvoir financer ce projet, qui est financé à 80%. Nous avons obtenu des subventions auprès de la CAF 92 et de la région Île-de-France au titre du soutien de modes de garde innovants pour la petite enfance en fonctionnement. Donc nous avons assez bien mené notre affaire, j'ai envie de dire, pour que notre projet soit fortement subventionné et pour qu'il permette son développement dans nos 3 crèches. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette information. Juste pour compléter, quand on dit qu'on s'arrête, on ne s'arrête pas définitivement, parce qu'il y aura des aménagements dans d'autres crèches qui permettront de l'accueillir. Dans un premier temps. Et que les crèches qui n'ont pas la bulle musicale travailleront sur le langage gestuel, je crois. Je ne sais plus comment on l'appelle. Ce n'est pas le langage des signes, mais ça n'est pas loin, c'est gestuel, qui est aussi une autre façon de travailler le rapport au langage et l'entrée dans le langage des bébés. Merci pour cette information. Je vous propose de passer au point d'information, et merci aux services présents. Oui, moi je voulais en profiter pour remercier Olivier Charles qui est présent là ce soir, qui a mené, qui s'est bien battu pour mener ce projet. Et je voulais aussi remercier les services pour avoir été chercher les budgets auprès du Conseil régional, puisque quand nous avons appris que la région subventionnait les projets innovants pour la petite enfance, on s'est précipité pour faire ces projets et pour obtenir des subventions. Et les services ont extrêmement bien travaillé pour être financés à hauteur de 80%. Donc merci à eux. Merci. Troisième axe, le point d'information sur la commission communale pour l'accessibilité. Le point précédent, d'ailleurs, était un point dans notre programme municipal que nous mettons en œuvre donc tout de suite. Le point suivant aussi, d'ailleurs, mais Monsieur Bernier. Bonsoir, chers collègues. Un point d'information rapide sur la commission communale d'accessibilité. Pour rappeler plusieurs éléments. Le premier point, c'est que cette commission communale d'accessibilité est prévue dans la loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, qui impose aux communes et aux intercommunalités de plus de 5000 habitants d'établir un constat de l'état d'accessibilité de leur territoire et d'engager une réflexion pour améliorer la chaîne de déplacement dans son intégralité, et donc demande aux collectivités la mise en œuvre d'une CCA. La commission est présidée par Monsieur le maire. Elle sera de fait présidée pour ce mandat
par sa vice-présidente qui en assurera l'organisation et le suivi, en la personne de Maria Blanca Fernandez qui est excusée ce soir, conseillère municipale déléguée donc à la CCA et aux relations avec les APEI, les foyers de vie et les ESAT. La CCA elle est composée donc de représentants de la commune, d'associations représentant les personnes handicapées, d'associations qui représentent les personnes âgées et les acteurs économiques de la ville, et des représentants des usagers, qui est un axe que la ville a beaucoup travaillé depuis 2010 et la création de la CCA sur notre commune, d'associer les personnes porteuses de handicap aux travaux de la commission de manière très large, y compris dans des visites de terrain, y compris dans des présentations par les services de la ville de projets prévus par la ville avant leur mise en œuvre, de manière à échanger sur l'accessibilité, sur l'ergonomie de ces sites, de ces travaux, que ce soit des travaux neufs ou des travaux de réhabilitation, et d'échanger avec ces usagers en situation de handicap. Donc la commission communale d'accessibilité dresse des constats réguliers. Chaque année, Laurence Lenoir avant moi et moi pour ce mandat vous présenterons un rapport de la commission qui liste tous les éléments nouveaux mis en place dans l'année par la ville, le travail de la commission communale d'accessibilité, la réflexion globale sur les chaînes de déplacement, et la CCA peut également, de son propre chef, faire des propositions à la ville. Sur les travaux de la CCA, pour entrer un peu plus dans le détail, c'est une commission qui se réunissait au mandat précédent à peu près 8 fois par an pour étudier, comme je vous l'ai dit, les différents projets d'aménagement et ou de travaux. Jusqu'à présent, pour ce mandat, pour des raisons que vous comprenez aisément, on n'a pas pu réunir la CCA. Nous espérons pouvoir le faire à la fin du premier trimestre de l'année prochaine avec l'ensemble des nouveaux membres nommés par arrêté du maire. Pour les perspectives de travail sur l'année prochaine, donc sur 2021, il est prévu que la CCA travaille sur le suivi du réaménagement du rez-de-chaussée du centre administratif pour un meilleur accueil des usagers. Il est prévu aussi des visites dans le cadre des travaux d'aménagement du centre-ville, donc face à la mairie. Le suivi du projet futur de centre socio-culturel des Agnettes et un groupe de travail interne à la ville en lien avec la CCA sur la question du handicap. Et je voulais également profiter de ce point d'information pour vous informer que nous sommes en train de finaliser l'accès aux services téléphoniques de la ville des personnes en situation de handicap. C'est-à-dire que les habitants, les usagers qui souhaiteront contacter la ville par téléphone et qui ont des problématiques d'audition pourront passer des appels en langue des signes française, en LSF, en langue française parlée complétée et en transcription, donc en passant par un smartphone, par une tablette, ce qui nous permettra de renforcer l'accessibilité des services publics, notamment dans cette période où les déplacements sont parfois compliqués pour les usagers. Merci à vous. Merci beaucoup. Je voudrais remercier d'ailleurs Maria Blanca Fernandez pour son aide dans la relation avec les ESAT et les foyers de vie dans cette période de Covid, parce que cette relation serrée a été utile. Je vous propose de passer au dernier point d'information de notre conseil. C'est un point d'information sur le projet de réussite éducative, PRE. C'est Madame Toumi. Bonsoir à tous. Alors, comme c'est le dernier, on m'a dit qu'il fallait que j'aille assez vite, mais je réponds là quand même à une question qui se pose assez régulièrement et que M. Nkonda avait posée au conseil municipal, je dirais, de juillet, si je ne me trompe pas, qui tournait autour de la question de ce que fait le PRE et ce que le PRE avait fait pendant le Covid pour les tranches d'âge plutôt secondaires. Alors, j'ai élargi un petit peu. Pour redéfinir, je vais être sur, vous allez le voir, les trois polarités que couvre le PRE, les traditionnels, c'est-à-dire tous les PRE de France, parcours individualisé, et tout ce qui est développement qui a été construit à Gennevilliers au-delà des attendus d'un PRE classique, avec le fil continu, la maison des familles. Comme tous les PRE, le nôtre intègre des acteurs de la réussite éducative qui sont présents sur le territoire et développe des séries d'actions en concertation avec les familles, les partenaires. Vous aurez compris que donc au cœur de notre PRE, nous avons les enfants et les jeunes. En 2019-2020, on est sur 433 enfants.
la part des collégiens est très importante et la part des garçons est plus importante que celle des filles. Je ne vous fais pas grand mystère du fait qu'une des structures que vous connaissez le mieux du PRE, c'est le fil continu. Et il se trouve, par exemple, que dans la politique de sanctions sur les établissements de collèges de la ville, il y a plus de garçons qui sont exclus de façon ponctuelle sur courte durée, ce qui explique en grande partie la représentation plus importante des garçons et des collégiens. Alors, les axes d'intervention, vous retrouvez effectivement la question du fil continu en point 7 avec le décrochage scolaire, mais les actions se déclinent de façon beaucoup plus large. Parfois, on connaît aussi relativement bien du PRE toute la question de l'accompagnement à la scolarité ou de la parentalité avec les médiations famille-institution aussi. Quand vous avez un taux de réalisation qui est indiqué ici de 82%, on parle d'un taux de réalisation année Covid. Donc, on a considéré qu'étaient réalisées des actions qui avaient pu être engagées malgré le contexte particulier. Ce qui ne veut pas dire qu'on a pu les engager donc à 100%, vous le voyez, et qu'on n'a pas non plus toujours pu les engager à 100% de ce que vous voulez faire en matière d'action. Parfois, on a touché moins d'enfants ou moins de familles que ce qui était programmé. Je vous représente ici donc les 3 grands pôles qui constituent notre PRE. Parcours individualisé, donc là, les classiques du PRE, le fil continu, la maison des familles. Je peux peut-être passer directement à la slide suivante. Qu'est-ce qu'a fait le PRE pendant le confinement? Alors, sur les parcours individualisés, on a eu un maintien du suivi téléphonique et la mise en place de tutorat et de coaching pour soutenir la continuité pédagogique qui a été mise en œuvre par ailleurs avec les établissements scolaires. Sur le fil continu, on n'a pas pu accueillir les enfants de collège, et puis qui du coup n'étaient pas exclus puisqu'ils n'étaient pas scolarisés à ce moment-là. Et donc les contacts ont été réguliers. Il y a eu un travail qui s'est fait dans beaucoup d'autres maisons avec des échanges de soutien pour adolescents par le réseau WhatsApp ou autre structure, mais en tout cas pas en présentiel. Et on a essayé d'accompagner la prise de contact régulière, de la soutenir entre les familles qui pouvaient être les familles perdues dont parlait Monsieur le ministre Jean-Michel Blanquer et les établissements scolaires. Pour la maison des familles, on a pu maintenir les consultations par téléphone avec Fernando Gil, qui est donc le psychologue de la maison des familles, mais pas seulement lui. Il y a eu aussi des orientations d'enfants qui étaient en grande difficulté. À ce moment-là, nous en avions parlé régulièrement dans nos points d'information Covid, vers les centres de loisirs en particulier. Et les vacances apprenantes aussi, c'est à travers la maison des familles que le PRE qu'on a pu les orienter. Les partenaires qui sont l'essence même de ce qu'est un PRE, vous les avez présents sur cette diapo-là. Donc, je reviens sur l'ACEP, donc Maison des Familles. Fernando Gil, par exemple, est issu de l'ACEP. Et puis, on retrouve toutes les structures qui sont au cœur de nos réflexions quand on a une problématique, comme ça peut être le cas actuellement, par exemple, sur les violences entre collégiens. On retrouve des acteurs, les médiateurs de la ville, les assistantes sociales, ceux du département, les établissements scolaires, évidemment, etc. C'est joli. Et je termine avec le bilan financier. Alors, nous nous sommes arrêtés au 26 novembre 2020, parce qu'il faut savoir qu'au 26 novembre, nous avons enfin pu tenir, alors en visio certes, notre conseil consultatif du PRE qui regroupe les pilotes, donc la ville et la préfète, à l'égalité des chances, et les partenaires avec la directrice académique, donc Madame Tanzi, directrice académique adjointe, et l'IEN de circonscription. Sur ce bilan donc, que l'on a arrêté à la date du conseil consultatif, vous remarquez la part du budget qui est portée par la ville à 40% et par l'État à 36%, quelque chose de ce genre, il me semble.
36%. Évidemment, il y a d'autres financeurs et à l'heure actuelle, le conseil départemental prend une place qui est quand même importante dans le financement aussi de nos actions. Et d'ailleurs, le département était présent le 26 novembre. Je l'ai oublié, je m'en excuse. Vous avez sur le graphique en barre à droite les polarités de dépenses. Donc, tout à fait classiquement pour un PRE, la première polarité, la coordination, l'accompagnement des parcours individualisés. Dans ce conseil consultatif, il nous a fallu mettre en place des perspectives. Alors, nous sommes dans une situation particulière qui nous a permis d'axer le dialogue avec nos partenaires et notre copilote, qui est la préfète, sur la question de la nécessité de proposer des espaces extrafamiliaux de parole dans le cadre actuel et de renforcer des actions très individuelles pour permettre un ajustement au fil des évolutions de notre crise sanitaire. Ceci nous a permis de décliner des orientations qui ont été validées. Vous les avez sous les yeux. Alors, le fil continu, qui est toujours bien connu, doit connaître une redéfinition avec un groupe de travail multipartenarial qui prend forme et qui est donc validé. Nous avons aussi la question de la prévention qui va axer un petit peu plus sur le public maternel, sachant que de toute façon, le public primaire est de plus en plus représenté depuis 2018 dans les publics touchés. On a une consolidation de la question du travail en réseau, mais aussi du travail en réseau autour de la santé. Je ne saurais que vous illustrer ça avec la question des orthophonistes, par exemple, qui sont des leviers, vous le savez, de la réussite de nos enfants et qui, dans la situation actuelle, doivent être absolument rattachés à notre PRE pour qu'on puisse développer des actions dans ce cadre-là. Espace partagé parents professionnels et positionnement dans le cadre de la cité éducative, deux choses. C'est une question d'échelle. Le PRE est un dispositif au sein de la cité éducative, mais il agit sur une échelle ville et sur des publics plus restreints, plus ciblés. La cité éducative est plus restreinte et s'appuie comme structure sur notre PRE, mais seulement dans le territoire qui est celui du Lutte-Courtille. Merci. Sur nos axes de travail, on a donc des développements qui passent aussi par nos ressources humaines, par exemple la requalification d'un référent de parcours en primaire qui est en plus, la question d'un renforcement des parcours qui va nous obliger à travailler autrement avec nos partenaires cités éducatives, et puis tout le travail aussi sur l'accrochage scolaire, qui est peut-être un terme plus pertinent que celui de la lutte contre le décrochage, puisque ça nous permet, puisque je vous ai parlé de prévention, de travailler l'accrochage scolaire dès le plus jeune âge et pas seulement au moment où le décrochage est consommé. Là, on est sur un travail où la préfète et le département nous accompagnent, y compris financièrement. Donc, on a manifestement convaincu sur ces axes de travail le conseil consultatif, et donc les subventions devraient être à la hauteur de l'approbation. J'ai fini, merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Je dois dire qu'ils font un excellent travail au PRE. On a eu des hauts et on a eu beaucoup de hauts, on a eu un petit bas, et on redresse bien la situation. On a été longtemps pris en exemple à l'échelle nationale sur l'action du PRE. Et le travail fait par le fil continu, heureusement qu'ils sont là, ils font un excellent travail. Merci à toute l'équipe. Et merci à Madame Soulerin qui est là, qui faisait la technique, mais qui fait pas, dans la vie, ne fait pas que la technique. Merci. Je vais passer maintenant aux examens des délibérations. Je rappelle avant que les conseillers et conseillères intéressés ne doivent pas prendre part au vote des délibérations pour lesquelles elles auraient un quelconque intérêt autre qu'intellectuel. Délibération F1, Monsieur Binagdan, qui a beaucoup d'intérêt sur les questions d'argent. Tout à fait. Je vous remercie, Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, la réalisation du budget communal
de l'année 2020 nécessite que certains crédits fassent l'objet de modifications par rapport aux provisions d'origine. En effet, comme nous l'avions déjà évoqué lors du conseil municipal d'octobre, durant lequel nous avions approuvé collectivement une première décision modificative qui relevait davantage d'une décision modificative liée aux investissements, celle-ci est davantage le résultat de l'impact de la crise sanitaire sur nos budgets de fonctionnement. Cette dernière décision va nous permettre d'ajuster notre budget en intégrant les conséquences financières de la pandémie et du confinement. Le choix de ces modifications s'est fait sur les ajustements des directions, les dépenses directement et explicitement liées à la crise sanitaire qui ont été identifiées lors des différents échanges avec les services, ainsi que les informations concernant les subventions reçues de l'État, du département et de la métropole du Grand Paris. Malgré cette prospective et ces informations, il nous est compliqué de prévoir au plus juste la conséquence de la crise sur l'établissement de l'emprunt nécessaire à l'équilibre budgétaire. Cependant, il est important de souligner que, compte tenu de la nature de nos recettes, la ville sera moins exposée que les autres échelons territoriaux à la diminution de ces dites recettes, notamment fiscales. Concernant les conséquences financières de la crise, j'aimerais, si vous le permettez, Monsieur le maire, mettre en avant les dépenses liées à nos capacités de résilience. L'aide au secteur économique. En effet, nous avons une perte de recettes de 326 000 €, mais qui est en réalité une aide indirecte. Pour exemple, la gratuité temporaire des occupations du domaine public, l'exonération des loyers sur le patrimoine privé communal, la gratuité des places sur les marchés aux comestibles ou la non-perception de taxes de séjour. Je prendrai également les dépenses liées à la crise sanitaire, pour 2 056 000 €. L'acquisition de masques et d'équipements de protection individuelle et autres fournitures liées à la protection contre le virus, comme l'achat de gel hydroalcoolique, l'aménagement de sites au regard du protocole sanitaire, les frais de nettoyage et le gardiennage de bâtiments. Enfin, l'aide à la population, avec un budget de 3,5 millions d'euros. Ce budget nous a permis d'aider 9 829 familles qui ont touché au printemps dernier entre 300 et 600 € de la ville via la CAF. L'effort financier de la ville, Monsieur le maire, et vous le savez, en direction de sa population, est sans commune mesure si l'on compare ces 3,5 millions d'euros pour une ville de 46 000 habitants aux 3,5 millions d'euros consacrés par la ville de Paris pour 2 millions d'habitants. Pour mieux saisir les choix politiques forts de la ville en matière d'accompagnement, nous pouvons évaluer le surcoût en dépenses à 95 € par jeune villois. Toujours dans la comparaison, le rapport parlementaire de Jean-René Cazeneuve sur les finances locales face à la crise sanitaire révèle ainsi que sur les 50 communes étudiées, le coût en dépenses a été de 20,50 € par habitant. C'est donc quasiment 5 fois moins qu'à Gennevilliers. Nous avons en effet fait le choix d'une réponse forte face à l'urgence et le caractère exceptionnel de cette crise du Covid-19. La ville a dû faire face immédiatement à de nombreuses demandes de nos administrés qui ne relevaient pas de nos compétences et auraient pu dépasser nos moyens financiers pour maintenir les services publics essentiels et participer à la lutte contre la pandémie. J'aimerais ici rappeler que c'est la bonne gestion de nos finances ainsi que la stratégie de développement économique qui nous permet de faire face à cette crise pour le moment sereinement. C'est cette gestion qui nous permet de diminuer notre prévision d'emprunt de près de moitié par une augmentation de notre autofinancement et la diminution des dépenses d'investissement liées au décalage d'opérations qui se feront en 2021. De ce fait, le besoin d'emprunt est réduit de près de 7 493 000 € pour une prévision définitive fixée à 8 423 218 €. J'aimerais, pour finir, remercier la Direction des affaires financières pour le travail excellent qu'il nous procure. Merci. Merci beaucoup, M. Benagdan. Y a-t-il des interventions? Je n'en vois pas. Nous allons passer au vote. Qui est pour cette décision modificative numéro 2? Qui s'abstient? 2 abstentions. 3 abstentions. Qui est contre? Personne. Je vous remercie. Délibération F2, M. Houchen. Bonsoir à tous. Donc, il s'agit de la décision modificative numéro 1, budget primitif 2020, du budget annexe restauration du personnel communal. La réalisation du budget primitif 2020 nécessite que certains crédits fassent l'objet de modifications d'imputation des prévisions d'origine.
Merci. Qui est pour? Qui s'abstient? 3 abstentions. Je vous remercie. Délibération F3, Monsieur Binagdan. Donc l'approbation du rapport d'évaluation des charges transférées à l'établissement public territorial Boucle-Nord de Seine, issu de la commission locale d'évaluation, la CLECT, du 1er décembre 2020 et du montant de FCCT pour 2020. Donc l'établissement public territorial Boucle de Seine-Nord a institué une commission d'évaluation des charges transférées. La présente délibération approuve le rapport issu de la réunion de la CLECT du 1er décembre 2020 ainsi que le montant de FCCT. Merci. Qui est pour? Qui s'abstient? 3 abstentions. Je vous remercie. Délibération F4, Madame Massard. Oui, bonsoir. C'est H4, l'attribution d'un acompte sur les subventions et participations 2021 à diverses associations, établissements publics locaux, ainsi qu'au budget annexe au budget principal. Le vote du budget 2021 n'intervenant qu'à la séance du conseil municipal prévue en mars 2021, il y a lieu de procéder sur demande de certaines associations, du CCAS, de la Caisse des écoles, de la SCOP Centre Nautique National et du Cinéma Jean Vigo, au versement d'un acompte sur la subvention et la participation susceptibles de leur être accordées sur le prochain exercice afin de permettre la poursuite de leur activité. Le montant de ces acomptes sont calculés sur la base des sommes attribuées en 2020. Merci. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Qui est pour? L'unanimité? Abstention? 3 abstentions. Je vous remercie. Délibération F5, Madame Pérez. Oui, chers collègues, Monsieur le maire, il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à procéder à des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2021. Merci. Qui est pour? Une question? Excusez-moi. Oui, Monsieur le maire, bonsoir. Mesdames et messieurs les élus, bonsoir. Une petite question concernant le fonctionnement de cette structure. Bon, j'ai pris note que l'idée, c'était de transférer en quelque sorte la gestion à des futures associations en création. Mais néanmoins, a-t-on des éléments quantitatifs et qualitatifs? Sur la F5. C'est sur les. C'est simplement pour me permettre à moi d'engager des investissements avant le vote du budget primitif. Je me suis. Ok, voilà. Pardon. C'est pour ça que je vous arrête tout de suite, c'est pour vous éviter de. Donc c'est juste une délibération technique qu'on prend chaque année, sinon la gestion s'arrêterait en attendant le conseil municipal de février. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération F6, Madame Desmaîtres. Oui, c'est la création et suppression de 13 postes au titre de la promotion interne 2020 au grade d'agent de maîtrise. 13 postes relevant du grade d'agent de maîtrise sont créés pour les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude au titre de la promotion interne 2020. Leur nomination, en particulier de titulaire, entraînera la suppression des postes d'origine. Merci. Pas de questions. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération F7, Monsieur Noël. Et chers collègues, donc le contrat groupe d'assurance pour les risques statutaires souscrit par le CIG Petite Couronne arrive à son terme le 31 décembre 2021. La ville n'a pas adhéré à ce contrat en cours. Elle dispose d'un contrat individuel avec Grasse Savoye. Aujourd'hui, le CIG propose de participer à la procédure de mise en concurrence pour un nouveau contrat de groupe à effet au 1er janvier 2022. Participer à la mise en concurrence n'engage pas la collectivité à contractualiser par la suite, mais à contrario, si la ville ne participe pas à la mise en concurrence, le contrat, lui, sera fermé. C'est pourquoi la ville souhaite donner mandat au CIG pour la procédure de mise en concurrence du contrat de risque statutaire. Merci. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération F8, Madame Attaf. Oui, il s'agit de la transformation au sein de la crèche Potamia relevant de la direction de la petite enfance d'un poste d'aide cuisinière lingère à temps complet de catégorie C, cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux, grade adjoint technique territoriale, en catégorie C, cadre d'emploi des auxiliaires de puéricultrice, grade d'auxiliaire de puéricultrice principale de 2e classe. Merci. Pas de questions. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération F9, Madame Abadi. Il s'agit de la transformation des postes dans le cadre de l'inscription au tableau d'avancement de grade 2020. La nomination dans un grade d'avancement nécessite la transformation des postes concernés.
Il est demandé au conseil municipal de délibérer sur la liste des postes. Merci. J'imagine qu'il y a l'unanimité. Je vous remercie. Délibération F10, Madame Pérez. Oui, il s'agit pour le conseil municipal de donner un avis sur le projet de pacte de gouvernance élaboré par l'établissement public territorial Boucle Nord de la Seine. C'est un pacte de gouvernance entre les maires de l'établissement public territoire Boucle Nord de la Seine. Merci. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Qui est pour? Qui s'abstient? 2 abstentions. Je vous remercie. Délibération F11. Il s'agit de modifier la délibération que l'on avait présentée le 1er juillet 2020 relative aux indemnités de fonction de maire, des adjoints maires et des conseillers délégués. Afin de tenir compte des suggestions propres à 3 élus, le taux de répartition de l'enveloppe globale est modifié. Bien entendu, le montant qui sont cadrés par la loi, le montant de l'enveloppe globale reste évidemment inchangé. Les indemnités de fonction ainsi modifiées seront appliquées à compter du 1er janvier 2021. Elles sont précisées dans le document que vous avez en annexe. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Vous ne participez pas au vote. Et pour le groupe... pour votre groupe? Pour? Abstention? Pour? Je vous remercie. Délibération F12, Madame Attaf. Oui, Monsieur le maire, il s'agit de l'autorisation de signature de 2 conventions entre le département des Hauts-de-Seine et la ville de Gennevilliers relatives à l'organisation et au financement des activités de protection maternelle et infantile et du centre de planification et d'éducation familiale. Donc, le 13 novembre, vous avez rencontré, Monsieur le maire, le président du conseil départemental. Et lors de cet échange, celui-ci a annoncé le maintien du conventionnement de 2 PMI en gestion municipale, ce dont nous pouvons nous féliciter, et qui vient conforter le travail des équipes. Par contre, nous regrettons l'annonce de la délocalisation des 2 PMI départementales sur le Luth et les Agnettes dans le cadre du projet de regroupement avec le pôle social à Asnières. Les conséquences seront, de notre point de vue, préjudiciables pour ces quartiers. Nous sommes dans l'attente d'un courrier des services départementaux actant le départ de ces structures et nous communiquons l'échéance du déménagement. La présence de structures sociales de proximité est importante pour faciliter l'accès aux soins. Le seul point positif, c'est que le département renouvelle le conventionnement et a reconnu que les 2 PMI municipales sont un service de santé publique qui contribue efficacement au bon développement de l'enfant et à la protection de l'enfance à Gennevilliers. Merci. C'est effectivement un problème, cette délocalisation de nos 2 PMI. Oui, je profite, Monsieur le maire, d'avoir la parole pour remercier les services qui nous aident fortement sur la gestion de ces dossiers. Et je voulais remercier particulièrement Fabienne Pérez-Cruz, qui, dans une autre vie, était très impliquée dans la petite enfance et qui continue, dans le cadre de ses missions, à faire partager son expertise. Voilà, je vous remercie. Merci. Qui est pour cette délibération? L'unanimité, je vous remercie. Nous allons passer dans les délibérations en E. Délibération E1, Monsieur Duguay. Oui, bonsoir. Merci, Monsieur le maire, chers collègues. Donc, il s'agit d'actualiser l'occupation du domaine public des 4 marchés aux comestibles et d'approvisionnement. Merci. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération E2, Monsieur Noël. Oui. Celle-là, c'est avec beaucoup de plaisir que je la présente. Il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à adhérer à l'association Démocratie ouverte et au réseau des territoires d'innovation démocratique. Démocratie ouverte, c'est un réseau qui vise à la transformation démocratique de nos institutions et de nos organisations pour les rénover et les renouveler. Donc, ces 2 structures sont des apports d'idées neuves pour essayer d'avancer sur une meilleure ouverture de la démocratie au plus grand public. Merci. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération E3, Monsieur Absi. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à attribuer une subvention exceptionnelle de 2 000 € à l'association Envie 2 en règlement et emploi Île-de-France pour contribuer à la réfection du rez-de-chaussée de leurs locaux. Merci. Qui est pour?
L'unanimité, je vous remercie. Délibération E4, Monsieur Boulord. Oui, bonsoir. Il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à attribuer une subvention exceptionnelle de 10 000 € à l'association Maison de la Solidarité pour la réfection totale de l'installation sanitaire. J'en profite pour ajouter que l'activité de la Maison de la Solidarité ne baisse pas. Et pendant la crise du Covid, on fait face à énormément d'activités. Et je remercie aussi l'ensemble des participants à l'action qui a été mise en place, notamment les petites vidéos chansons qui permettent de redistribuer 5 € pour chaque vidéo postée à la Maison de la Solidarité. Voilà. Bon, moi, j'ai une excuse parce qu'en votant, ça fera 10 000 € pour moi. Et vous, faut que vous chantiez tous pour pouvoir arriver à ma hauteur. Donc, mais blague à part, d'ailleurs, le phénomène sur les chansons est une très belle initiative qui donne un ton plutôt plus joyeux dans cette situation morose. Mais surtout, je voudrais féliciter l'association de la Maison de la Solidarité parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui en ont besoin. Il y a des personnes qui refusent parfois parce que je sais qu'on a été interpellé sur un SDF dans un quartier qu'on essaye d'aider, mais qui refusent toute action en sa direction, ce qui est dramatique parce que l'hiver venant, ça nous fait peur. Moi, on l'avait connu avec Gabi au village. Donc, on continue de travailler. En tout cas, ça permet d'avoir un lieu pour avoir des douches et des moments de repas chauds. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération E5, Monsieur Bernier. Alors, je vais laisser la parole à Monsieur Maxime Cazot, conseiller municipal délégué aux jardins partagés et familiaux, pour présenter. Très bien. Monsieur Cazot, alors. Oui, bonsoir. Alors, c'est l'autorisation de signature pour le renouvellement de la convention pluriannuelle d'objectifs et la convention de mise à disposition d'un terrain communal entre la ville de Gennevilliers et l'association Atelier d'architecture autogérée. En gros, c'est pour permettre d'étendre la convention qu'on a avec le cabinet d'architecture autogérée 3A, qui est en gestion de l'agrocité, et permettre justement aux adhérents de pouvoir créer une association autonome et à terme, voilà, pouvoir avoir une... J'ai perdu mes mots. Une pérennité sur la durée avec cette association. C'était le bon mot. Merci. Monsieur Merga. Oui, et après ma confusion alphabétique, me revoilà. Du coup, c'était bien celle-là, la délibération qu'il s'agissait. Donc, effectivement, comme je l'indiquais tout à l'heure, monsieur le maire, j'ai bien pris note qu'il était, et monsieur Cazot le confirme à l'instant, donc il était question de préparer sur les 6 mois à venir cette transformation donc associative, cette création associative de ces jardins partagés et de notamment l'agrocité. Ma question consiste à savoir, est-ce que nous avons des éléments quantitatifs, qualitatifs de cette action, de l'agrocité en particulier, au profit de la population de la ville? Est-ce qu'on a des éléments qui indiquent ce que ça produit en termes de profit pour la population? Merci. Oui, bien sûr. Monsieur Cazot, vous voulez répondre? On peut essayer. Alors, tout d'abord, ça apporte vraiment un lieu dynamique au milieu d'un quartier qui n'est pas forcément très évident, et ça a permis vraiment un brassage énormément de populations différentes. On a des personnes qui viennent d'autres communes, de Colombes, d'Asnières, pour venir profiter de ce lieu-là et échanger. Donc c'est vraiment un brassage culturel. On a aussi une notion d'éducation, non seulement des adultes, mais aussi des jeunes, pour sensibiliser toutes ces personnes-là à tout ce qui est la culture bio et l'agriculture urbaine. On a un début d'autonomie financière sur le lieu qui est assez intéressant pour la pérennité, avec notamment des ventes d'invendus de Biocoop, des ateliers de cuisine qui vendent leurs produits. Effectivement, cette année, on a eu des soucis avec le Covid, ils n'ont pas pu faire autant d'actions qu'ils le désiraient, mais dans l'ensemble, c'est un projet qui tend vers l'autonomie. Et pour compléter, parce que lieu de brassage, mais la majorité est de Gennevilliers et des Agnettes pour les adhérents et notamment ceux qui utilisent le jardin.
et il y a une vie qui devient suffisamment importante, là on est déjà au stade où les adhérents se disputent entre eux. Donc c'est une preuve de maturité dans le développement de la vie associative. Donc c'est aussi pour cela que l'on travaille sur ces 6 mois pour arriver à stabiliser un mode de vie associatif. Et l'idée, c'est de garder l'apport d'Urban sur tout ce qui est l'apport extérieur, justement, pour permettre d'avoir un développement local plus important, en direction des habitants du quartier, bien entendu, mais aussi de profiter de cet apport extérieur sur tout ce qui est agriculture durable, permaculture, faire des conférences, parce qu'on a quand même eu, dans la dernière période, des sommités dans les domaines de l'agroalimentaire qui sont venus. C'est grâce à Urban qui a ce réseau-là. Voilà, c'est réellement en fait une sorte de vitrine aussi pour la ville. Ça nous place un petit peu en mode de laboratoire parce que c'est, comme le disait Patrice, on a vraiment des intervenants extérieurs qui sont très connus mondialement, qui viennent apporter leurs expertises et du coup, vraiment, ça peut faire rayonner la ville un petit peu en dehors du cercle local. La meilleure preuve qu'on est très bon, c'est que les Verts sont venus à Gennevilliers pour lancer leur campagne verte au régional. Donc on est la ville la plus écologique que les villes vertes. Bon, ça, c'est gentil. Voilà. Qui est pour cette délibération? L'unanimité, je vous remercie. Délibération E6, Monsieur Grichy. Alors, dans le cadre du contrat de développement département-ville, l'association Gym Club Gennevilloise a proposé un projet pour faciliter la pratique sportive pour tous, et notamment des personnes en situation de handicap. La subvention annuelle représente un montant de 1 200 €. Il s'agit d'autoriser, Monsieur le maire, à attribuer le solde de 30% du montant de la subvention, soit 360 €. Merci. Là, on va avoir beaucoup de délibérations de ce type. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération E7, Madame Lanoiselet. Alors, face à l'engouement de l'apprentissage de la natation, au point qu'on a organisé un tirage au sort au centre nautique sur cette prestation, il est demandé à l'association Gennevilliers Natation de prolonger la prestation délivrée par la ville en proposant une section loisirs-apprentissage qui permette d'accueillir des jeunes n'ayant pu avoir un accès à la prestation municipale. Il s'agit d'offrir la possibilité à ces jeunes d'apprendre à nager sans objectif de compétition. Il s'agit donc d'approuver l'avenant numéro 1 à la convention d'objectifs et de verser une subvention exceptionnelle de 3 500 € pour répondre à cet effet à l'association Gennevilliers Natation. Merci. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Monsieur... Pardon, délibération, si. Monsieur Boucriche pour la délibération E8. Alors, dans le cadre du développement du sport sur la ville, l'association CVHG compte au sein de son équipe une sportive inscrite sur la liste ministérielle de sportifs de haut niveau qui peut prétendre au versement d'une subvention d'un montant de 763 € prévu par la ville à cet effet. Il s'agit d'approuver l'avenant numéro 12 à la convention d'objectifs en rajoutant la somme de 763 € relative à l'attribution de cette subvention exceptionnelle. Merci. Monsieur Grichy ne prendra pas part au vote parce qu'il n'aime pas cette association. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération E9, Monsieur Damoun. Il s'agit d'autoriser à la signature de l'avenant numéro 31 à la convention d'objectifs entre la ville de Gennevilliers et l'association CSMG Omnisport suite au versement d'une subvention exceptionnelle à la section CSMG Football, foot vacances. Merci. Monsieur Grichy et Monsieur Dany ne prendront pas part au vote puisqu'ils sont membres du CSMG. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Un jour, Monsieur Dany me dira quel sport il fait. Mais... Délibération E10, Monsieur Simon. C'était cadeau. Il s'agit de l'autorisation de signature du renouvellement de la convention pluriannuelle d'objectifs entre la ville de Gennevilliers et l'association du club sportif multisport gennevillois, le CSMG. Donc, Monsieur Grichy et Dany ne prendront toujours pas part au vote. Qui est pour? Ce sont les deux Churchill de notre conseil municipal. Délibération E11, Madame Moreau. Mesdames et Messieurs, bonjour. Cette délibération vise le renouvellement de la convention pluriannuelle d'objectifs entre la ville de Gennevilliers et l'association du communiquer et vivre son handicap à Gennevilliers, la CVHG.
Il s'agit par conséquent d'autoriser Monsieur le maire à signer cette nouvelle convention et d'attribuer une subvention annuelle de fonctionnement d'un montant global de 92 572 € pour les activités se déroulant du 1er janvier au 31 décembre de l'année 2021. Merci. Je dois dire que ce qu'il y a d'anormal, c'est que la ville reconnaît le haut niveau élite, mais le conseil départemental, moi-même, m'avait demandé d'intervenir auprès du conseil départemental. Et sur le sport de personnes en porteuses de handicap, ce n'est pas reconnu au même niveau, le sport d'élite, que le sport pour des non-porteurs de handicap. Et on a beau plaider cela, ça n'a pas été reconnu totalement. Mais M. Grichy ne prendra pas part au vote puisqu'il n'est pas représentatif de l'élite. Qui est pour cette délibération? L'unanimité. Je vous remercie. Délibération E12, Madame Desmettre. Oui, il s'agit d'une convention pluriannuelle d'objectifs qui a été signée entre la ville de Gennevilliers et l'association Gennevilliers Boxing Club pour une durée de 3 ans. Cette convention arrive à son terme. Il convient donc de renouveler pour une durée de 3 ans, et ce, à compter du 1er janvier 2020. Il s'agit par conséquent d'autoriser Monsieur le maire à signer cette nouvelle convention et d'attribuer une subvention annuelle de fonctionnement à l'association de Gennevilliers Boxing Club d'un montant de 20 503 € pour l'année 2021. Merci. Même vote, l'unanimité. Je vous remercie. Délibération E13, Monsieur Dany. Chers collègues, donc, il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention tripartite entre la ville, l'association Gennevilliers Gymnastique Rythmique et l'Éducation nationale pour la mise à disposition des installations sportives pour une durée de 3 ans. Donc vous pouvez la voter parce que vous ne faites pas de gym. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération E14, Madame Abadi. De la convention pluriannuelle d'objectifs entre la ville de Gennevilliers et l'association du centre équestre gennevillois. Une convention et un contrat de développement département-ville ont été signés entre la ville de Gennevilliers et l'association du centre équestre gennevillois pour une durée de 3 ans. La convention d'objectifs arrive à son terme. Il convient de la renouveler pour une durée de 3 ans, et ce à compter du 1er janvier 2021. Il s'agit par conséquent d'autoriser Monsieur le maire à signer cette nouvelle convention et d'attribuer une subvention annuelle de fonctionnement à l'association du centre équestre gennevillois d'un montant de 28 750 € et une subvention dans le cadre du contrat de développement département-ville d'un montant de 3 000 € pour l'année 2021. Merci. Alors, Mesdames Moreau, Lanoiselet et Messieurs Grichy, Boucriche et Dany ne prendront pas part au vote. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération E15, Monsieur Damoun. Il s'agit d'autoriser la signature pour le renouvellement de la convention pluriannuelle d'objectifs entre la ville de Gennevilliers et l'association du CSMG Rugby. Merci. Madame Toumine ne prend pas part au vote? Tu fais du rugby? Très bien. Non, j'ai rien dit, j'étais surpris. Qui est pour? Je n'avais pas vu ça. Bravo. Donc, la délibération est votée à l'unanimité. Délibération E, on en apprend tous les jours. Délibération E16, Madame d'Alcantara. Il s'agit de l'autorisation de signature pour le renouvellement de la convention pluriannuelle d'objectifs entre la ville de Gennevilliers et l'association du Gennevilliers Basket Club. Merci. Même vote, l'unanimité. Je vous remercie. Délibération E17, Monsieur Deschênes, à qui on a mis le nom du club le plus dur. De renouveler l'autorisation de signature pour le renouvellement de la convention pluriannuelle d'objectifs entre la ville de Gennevilliers et l'association du Judo Jiu-Jitsu Club Gennevillois. Bravo. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Pardon, allez-y. Pardon? Abstention. Donc 2 abstentions. Unanimité moins 2 abstentions. Délibération E18, Madame Mancéry, pardon. Alors, même chose, mais cette fois-ci, c'est pour le renouvellement de la convention pluriannuelle d'objectifs entre la ville de Gennevilliers et l'association du tennis club gennevillois. Merci. Juste une information, le montant de la subvention est élevé sur le tennis, mais parce qu'on intègre, c'est le seul club à qui on intègre les frais de locaux. C'est eux qui les prennent en charge. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération 19, Madame Zouaoui.
Bonsoir. Il s'agit donc d'autoriser Monsieur le maire à signer le renouvellement de la convention pluriannuelle d'objectifs entre la ville de Gennevilliers et l'association Gennevilliers Gymnastique Rythmique. Merci. Même vote, l'unanimité. Je vous remercie. Délibération 20, Madame Moidine. Il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à signer une convention de renouvellement pluriannuel d'objectifs entre la ville de Gennevilliers et l'association Gennevilliers Natation. Merci. Même vote, l'unanimité. Je vous remercie. Délibération 21, Madame Toumi. Alors, il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à signer un avenant à la convention que vous avez déjà vu passer au précédent conseil municipal avec le Jardin des mathématiques. Et la précision qui est dans cet avenant est dans les détails des responsabilités de la ville et de l'association sur les questions de qui paye l'assurance, qui a en charge le ménage, qui paye les fluides, etc. Merci. C'est un projet qui se monte petit à petit. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération 22, Madame Moidine. Il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à signer une convention entre la ville de Gennevilliers et la SACEM relative au versement d'une contribution financière de 9 000 € pour soutenir la programmation de 3 spectacles lors du festival Jeunes et Très Jeunes Public qui aura lieu du 3 au 14 février 2021. Merci. La SACEM m'a écrit, ils ne demanderont pas de droit sur la chanson que tu as chantée. Ils ne l'ont pas reconnue. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération U1, fin du... Pardon, Monsieur Bernier. Alors, chers collègues, c'est en fait 2 délibérations à la suite. Donc, je vais faire une présentation commune pour la U1 et la U2. En fait, il s'agit de délibérations qui vont nous permettre de remettre en station les bornes de recharge électrique anciennement utilisées par le service d'automobile en libre service Autolib. Comme vous le savez, donc, le service Autolib a été arrêté à la demande du syndicat mixte dans le cadre d'un contentieux avec la société Bolloré qui l'exploitait. Les bornes, les totems d'abonnement et l'infrastructure étaient dans le cadre d'une délégation de service public, ce qu'on appelle un bien de retour. En fait, un bien d'investissement payé par les collectivités qui devait, à l'issue du contrat, dans sa durée normale, revenir intégralement aux communes. Comme le contrat a été arrêté en cours de route, il y a un certain nombre de processus réglementaires qui sont en œuvre. La ville a négocié, le syndicat a négocié la possibilité de faire des conventions d'occupation temporaire, ce qui va permettre à la ville de pouvoir réutiliser ces bornes. Donc techniquement, nous allons voter 2 délibérations. Une première qui signifie la fin du transfert de la compétence donc de location de véhicules électriques en libre service de la ville vers le syndicat mixte, puisque nous n'allons plus utiliser les bornes et les infrastructures dans ce cadre-là, mais de passer sur une approbation d'une convention d'utilisation du domaine public des stations. Simplement l'utilisation du domaine public. Et la U2 vise à transférer donc cette compétence au CIGEIF dans le cadre donc, de la compétence infrastructure de recharge pour véhicules électriques. Cela va nous permettre d'adhérer à un service donc, proposé par le CIGEIF qui va nous permettre de remettre en marche ces bornes avec un système d'abonnement mutualisable et interopérable en fonction... interopérable entre les différents acteurs de la recharge électrique, c'est-à-dire quel que soit votre acteur de recharge électrique, vous pourrez quand même vous brancher sur ces bornes. Ça permettra aux usagers des voitures électriques de retrouver une capacité de recharge sur la commune. Avec les services et avec Isabelle Massard, sur cette délégation, il va être fait en début d'année et finalisé en début d'année un travail de finalisation de la sélection des bornes que nous allons remettre en place. Certaines bornes autonomes ne fonctionnaient pas bien en termes de fréquentation. Donc il y aura un travail de requalification de celles-ci, éventuellement d'installation de nouvelles bornes, si ça paraît pertinent au regard des flux. L'idée est de pouvoir reproposer ce service aux Gennevillois et aux usagers généralement franciliens avant l'été prochain. Voilà, avec les études, les travaux et la remise en place. Donc ces 2 délibérations, U1 U2 sont dans ce but. Merci. Y a-t-il des questions sur ce dossier important, partagé avec toutes les villes de la région? Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération U2, donc vous l'avez rapporté. Donc qui est même vote?
L'unanimité, je vous remercie. Délibération U3, Madame Lafont. Oui, bonsoir. Il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à signer une convention de réservation de chambres de la résidence sociale Coalia pour satisfaire aux besoins de logement des personnes isolées et reloger les personnes seules issues des îlots insalubres dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne à Gennevilliers. Merci. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération U4, Madame Lafont. Oui, pareil, c'est donc la convention, mais là avec CDC Habitat Adoma. Même vote, l'unanimité. Je vous remercie. Délibération U5, Madame Moreau. Cette délibération oriente notre regard vers le quartier des Grésillons. Il s'agit d'un accord qui est intervenu entre la ville de Gennevilliers et l'indivision Vatin pour l'acquisition du bien situé 4 passages des Serres d'Oloron, parcelle cadastrée section AL numéro 55, d'une surface cadastrale d'environ 219 m² pour un prix de 200 000 € en valeur libre d'occupation. Merci. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération U6, Madame Pérez. Oui, excusez-moi. Il s'agit de la concession de services publics de production, transport, distribution et exploitation du réseau de chauffage urbain. Et donc, il s'agit d'approuver le rapport d'activité pour l'année 2019 de la société Gennevilliers Énergie. Alors, il s'agit d'en prendre acte. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour en prendre acte? Ça me paraît toujours bizarre, le fait de prendre acte des choses comme ça, mais c'est la formule consacrée. Délibération U7, Madame Lafont. Oui, il s'agit de l'acquisition à l'euro symbolique d'une allée piétonne ouverte au public située 34-38 avenue Claude Debussy, 32-46 rue Georges Toreton, d'une surface cadastrale d'environ 663 m² au profit de la ville de Gennevilliers, rattachée au domaine public appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos des Sévines. Merci. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération U8, Monsieur Boulord. Oui, donc il s'agit de l'acquisition du lot numéro 4 situé au 43 bis rue des Landes, parcelle cadastrée section R numéro 19 d'une surface cadastrale d'environ 253 m² au profit de la ville de Gennevilliers appartenant au consort Schmitt. Merci. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération U9, Madame Moreau. Dans le cadre de sa mission de service public, la société Endiz exploite et entretient les ouvrages dédiés au réseau de distribution d'électricité. Ah, il y a une erreur, tu as inversé les délibérations. Oui, tout à fait, c'est ce que j'ai voulu faire Ouais, comprendre, mais mais bon, c'était trop tard. Donc du coup, mais je finis reprends la dessus. U9. D'accord. Donc un accord est intervenu entre la ville de Gennevilliers et l'indivision Vatin pour l'acquisition du bien situé 4 passages des Aires d'Oloron, parcelle cadastrée section AL numéro 55 d'une surface cadastrale d'environ 219 m² pour un prix de 200 000 € en valeur libre d'occupation. Mais je pense quand même qu'il faut peut-être que je revienne aussi sur la U5 puisque je ne l'ai pas... J'en ai pas fait mention, donc du coup, je préfère corriger si j'ai fait une erreur. Les conseillers en auront pris acte. De toute façon, ils avaient la délibération devant eux avec le numéro. Donc il y a une inversion dans la présentation, ça, mais les rapports sont les bons. Donc voilà. Là, on vote la U9 sur le quartier des Grésillons. Voilà. Merci de votre compréhension. Ça arrive. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération U10, Madame Pérez. Oui, il s'agit de l'acquisition d'un lot situé au 51 Moulin de Cage, dans le territoire économique sur la ZAC des Chantraines, au profit de la ville de Gennevilliers appartenant au consort Fournel. Merci. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération U11, Monsieur Grichy. Alors, il s'agit de modifier le montant de l'indemnisation de 5 membres du jury ayant la même qualification ou une qualification équivalente à celle exigée des candidats fixée à 200 € hors taxe par demi-journée. Merci. J'ai remarqué que quand c'est Carole Lafont, c'est à l'euro symbolique, et vous, à chaque fois, c'est beaucoup d'argent, vos délibérations, Monsieur Grichy. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération U12, Madame Lafont.
Oui, c'est une demande d'autorisation de vente de logements sociaux de la coopérative HLM Gennevilliers Habitat dans le cadre du plan de vente imposé par l'État dans le cadre de la convention d'utilité sociale. Merci. C'est une délibération qu'on regrette. Monsieur Mélarga, allez-y. Oui, j'ai regardé dans le détail les futures ventes. Il semble que ce soit essentiellement des maisons individuelles, pavillons. La question que je me pose et que notre groupe se pose, c'est est-ce que tous les locataires actuels sont désireux d'acheter et en mesure d'acheter? Et si ce n'est pas le cas, que se passe-t-il dans le processus pour eux? Je vais laisser la parole à Madame Manséry. Pour l'instant, c'est surtout un effet d'affichage que l'on fait. Madame Manséry. Oui, je vais apporter justement quelques précisions sur cette demande d'autorisation de vente de logements sociaux. C'est la conséquence directe des dispositions de la loi Elan et puis de la loi de finances de 2018, puisque c'est l'année où l'État a décidé de faire des économies en termes d'allocation et sur les APL, et de faire supporter ces économies par les organismes de logements sociaux. Donc il faut savoir que pour Gennevilliers Habitat, ça représentait un trou dans les caisses de 1,3 million, si je ne dis pas de bêtises, en 2018, 1,4 million en 2019, et c'est estimé à 2 millions, 2,2 millions en 2020. Ça, c'est la main gauche. Et la main droite, ensuite, c'est l'État qui, dans le cadre de la convention d'utilité sociale qu'on doit signer pour pouvoir continuer à être organisme de logement social, nous demande de reconstituer nos capacités financières en vendant du logement social, puisque la loi Elan, ça va dans le sens de la loi Elan qui dit aussi qu'on veut que les territoires où il y a beaucoup de logements sociaux se délestent de logements sociaux. Donc en fait, c'est un jeu à deux bandes qui permet à la fois de faire des économies en termes de politique sociale au niveau national, et puis au passage de faire aussi en sorte de détruire petit à petit le modèle du logement social en France. En ce qui concerne ces pavillons, effectivement, ils sont au nombre de 26, et donc c'est un plan de vente qui va se dérouler, en tout cas de manière prévisionnelle, entre 2023 et 2025, et qui aurait donc pour but de faire rentrer 10 millions d'euros dans les caisses sur les 3 ans. Qu'est-ce qui va se passer pour les locataires de ces pavillons ? Rien, dans le sens où soit ils sont désireux d'acheter, ils ont le moyen de le faire, soit ils resteront locataires jusqu'à ce qu'ils donnent leur congé, et c'est seulement après le congé qu'on mettra les pavillons en vente. Merci pour ces précisions. Il faut dire qu'on est plutôt contre cette façon de faire de la part de l'État. On le fait sur les pavillons parce que c'est ce qui nous semble moins risqué. Mais en France, quand on va se mettre à vendre des résidences entières, on se prépare à ce qui s'est passé en Angleterre d'ailleurs, parce que l'Angleterre a fait ça, la vente de patrimoine social. Et ce sont ensuite des copropriétés dégradées, parce que certes, les gens sont contents d'acheter pas cher, mais en général, on n'achète pas cher, mais la réhabilitation suivante, c'est le même prix que l'achat, et les gens sont plantés. D'ailleurs, à Clichy-sous-Bois, ce sont des copropriétés dégradées qui créent l'ANRU, ce ne sont pas des logements sociaux. Et donc ça va être dramatique, en plus de la raréfaction que ça va engendrer de logements sociaux, alors qu'il en manque déjà beaucoup. Donc il y a un vrai risque. Monsieur le maire, j'entends ce que vous dites et je le partage en grande partie. Néanmoins, il ne s'agit pas de penser à des ventes massives, le cas échéant. Vous savez très bien qu'il y a des petites unités, 3-4 étages, où il pourrait se créer des copropriétés avec le soutien de dispositifs type collectivité territoriale. C'était des propositions qu'on faisait dans notre programme. Et donc, entre ce qui s'est passé à Clichy-sous-Bois ou dans des villes où ce sont des grandes résidences qui ont été vendues et qu'effectivement, derrière, ça n'a pas tenu, il y a une différence entre des petites unités et des volumes trop importants. Oui, mais ce n'est pas un débat théorique, c'est un débat pratique. C'est-à-dire que la vente de logements sociaux, c'est pour financer les réhabilitations du patrimoine ou la construction. Et donc, ce n'est pas en vendant des petites unités que vous allez réhabiliter des grands bâtiments. Donc, forcément, vous allez voir, quand INMI vient nous voir pour vendre, ils voulaient vendre les 4 tours du LUT. Ce n'est pas des petites unités, c'est des tours de 11 ou 12 étages. Donc, ils ont arrêté parce qu'ils se sont aperçus qu'ils ne pouvaient pas se faire beaucoup d'argent sur cette vente, parce qu'en plus, c'est même pas évident que ça ramène des capitaux aussi importants, parce qu'il y a une remise en état à faire avant de vendre.
Donc il y a là une supercherie de la part de l'État qui va être dangereuse pour l'avenir du logement du mouvement HLM dans son ensemble. C'est pas qu'un problème gennevillois là qu'on l'on rencontre. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Vous auriez dû voter contre. U13, Monsieur Houchen. Alors, l'Assemblée délibérante de communes de Gennevilliers accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement d'un emprunt d'un montant de 6 millions d'euros, souscrit par Gennevilliers Habitat auprès de Arkea Banque Entreprises et Institutionnelle, destiné à financer les opérations de renouvellement de composants réalisées en 2018 et 2019, voire annexe 1. Merci. Qui est pour cette délibération? L'unanimité, je vous remercie. U14, Madame Massard. Oui, il s'agit d'attribuer une subvention à la coopérative Gennevilliers Habitat d'un montant de 1 million d'euros pour des travaux de remise en état de 180 logements libérés. Merci. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Oui, allez-y, Madame Provost. J'aurais juste une petite question. Les locataires, est-ce qu'il y a un fonds qui est prévu pour les locataires lorsqu'ils se plaignent d'insalubrité pour qu'il y ait des remises aux normes ou pas? Alors, de fonds, non, je ne crois pas. Ils ont leur assurance. D'accord. Parce qu'il y a si par exemple c'est une fuite par un locataire, un voisin ou une fuite qui est due à l'office, les assurances prennent en charge. C'est les seules choses qui sont prévues. C'est les assurances, en fait, qui prennent en charge. D'accord, donc c'est au locataire. Alors, de l'insalubrité, c'est différent. L'insalubrité, elle peut avoir plusieurs origines. Par exemple, un logement suroccupé, mal aéré, peut devenir insalubre parce qu'il est mal aéré, parce qu'on n'ouvre pas les fenêtres, on a bouché la ventilation, ou parfois, même si on n'a pas tout bouché, s'il est suroccupé, il y a de l'humidité qui se crée dans le logement. Donc il y a plein de facteurs différents, mais il n'y a pas de fonds en tant que tel. D'accord. C'est ça, hein, Madame Mancery, vous êtes d'accord? Alors, votre micro, parce que ça marche bien que quand c'est rouge, c'est comme... Ensuite, il faut vraiment faire attention à la notion d'insalubrité, à la notion de vétusté, c'est-à-dire qu'il y a quand même une politique de maintenance et d'entretien normalement, des parcs locatifs, c'est le cas du nôtre, où on ne laisse pas basculer les logements dans l'insalubrité. Ensuite, l'insalubrité, c'est une politique bien particulière, et les critères pour définir un logement insalubre, ce n'est pas la même chose que de gérer des logements avec de la vétusté liée au vieillissement du patrimoine, en tout cas du logement. Ou des défauts, ce qui peut arriver aussi. Je reprends le vote. Qui est pour, alors? L'unanimité, je vous remercie. Délibération U15, Monsieur Binagdan, qui va dépenser. Pour l'Assemblée délibérante de la commune de Gennevilliers, d'accorder sa garantie à hauteur de 100% pour une offre de réaménagement de prêt d'un montant de 85 millions d'euros, 285 725 714,16 euros, souscrit par Gennevilliers Habitat auprès de la Banque des Territoires. C'est bon signe que vous n'y arrivez pas avec les millions. On n'a pas l'habitude, hein, c'est pas notre monde. Hein. Voilà. Qui est pour? L'unanimité. Je vous remercie. Nous allons passer au vœu. Le vœu numéro 1 pour l'égalité républicaine de nos villes et des quartiers populaires. Madame Pérez. Oui, chers collègues, je vous propose de prendre le vœu que je vous ai distribué au début de ce conseil, que j'ai un peu réécrit dû à l'actualité, puisque c'est lié à l'examen de la loi de finances qui est en ce moment à l'Assemblée nationale, et il y a des choses qui bougent de jour en jour. Donc, le 14 novembre dernier, plus de 100 maires se sont réunis, 100 maires de tous bords et de toute région de France, pour interpeller le président de la République sur le décrochage économique, social et républicain dans nos villes et quartiers populaires. Ils se sont appuyés sur un diagnostic chiffré des conséquences locales de la crise sanitaire et ont appelé cette lettre au président de la République que vous avez trouvée sur table l'appel du 14 novembre. Aujourd'hui, c'est maintenant plus de 200 maires et présidents de territoire qui représentent plus de 10 millions de Français et Françaises. Ils mettent en lumière dans cet appel des tendances lourdes, l'explosion de l'aide alimentaire, je pense que vous savez tous de quoi on parle, l'augmentation du chômage et des demandes de RSA, l'effondrement des inscriptions dans les associations sportives et culturelles.
Pour remédier à cette situation d'extrême urgence, le collectif de ces maires, de ces élus, ont proposé des solutions simples et rapidement réalisables dans l'esprit du plan Borloo de 2018. Cet appel proposait en outre de flécher 1% du plan de relance. Alors le plan de relance, vous savez, c'est 100 milliards, donc 1 milliard de ce plan de relance, de le flécher sur les quartiers prioritaires politiques de la ville, QPV, et de créer un Conseil national des solutions pour construire les politiques publiques liées à ce milliard. Depuis cet appel du 14 novembre, il y a eu un certain retentissement médiatique. Des maires de cet appel ont été reçus par le Premier ministre qui s'est engagé en faveur de ce 1%, 1 milliard donc pour les quartiers QPV, et qui a promis donc au maire qui l'a reçu le 23 novembre dernier de mettre dans la loi de finances 1 milliard sur les quartiers politiques de la ville. Depuis, il ne s'est rien passé, et c'est pour ça que je proposais ce vœu ce soir. Il n'y a rien qui n'a été inscrit dans la loi sur ce milliard pour les quartiers populaires. Alors les maires n'avaient pas fait que proposer de ce milliard, mais ils avaient aussi fait des propositions que je vous propose de reprendre dans le vœu, des propositions d'utilisation évidemment. Donc je les ai inscrits, j'ai réécrit un peu la fin du vœu, puisque les propositions se sont affinées depuis. Les maires ont rencontré des sénateurs de tout parti politique qui ont fait des propositions d'amendements. Certains d'ailleurs ont été refusés, je vous le dirai. Donc les propositions qui ont été, les amendements qui ont été déposés au Sénat au moment du passage de la loi au Sénat, excusez-moi. Alors je vous les cite: un fonds d'urgence de 200 millions d'euros pour les quartiers prioritaires, l'augmentation de 150% du financement des actions de santé et d'accès aux soins dans les quartiers politiques de la ville, le doublement du financement du programme des cités éducatives, l'augmentation de 50% des moyens du programme de réussite éducative, c'est pour toi Délia, un fonds de 120 millions d'euros pour la mobilisation des acteurs de l'emploi, l'attribution d'une enveloppe de 10 millions d'euros aux clubs sportifs en difficulté. Et je dois vous dire que j'ai appris aujourd'hui avec colère, et je m'en suis entretenue avec mon collègue Mohamed Grichy, que cet amendement a été refusé hier, je crois, ou aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et puis, dernière proposition, donner une nouvelle impulsion au NPNRU. Donc, moi, je vous propose que nous votions ce vœu de soutien à l'appel du 14 novembre avec ces propositions. Demain, il y a un rassemblement des maires, et certains y vont avec leur... excusez-moi, mais c'est très dur. De leur association sportive ou association diverses, manifester devant l'Assemblée nationale. C'est le dernier jour d'examen de la loi de finances à l'Assemblée nationale. J'y serai demain, et j'ai demandé au maire de proposer aux associations de la ville, à toutes les associations de la ville, de s'associer à cet appel et de le signer si elles le souhaitent. J'en ai parlé tout à l'heure avec mon collègue Mohamed Grichy, qui était, je crois, tout à fait d'accord avec moi. Voilà. Je m'en arrête là, j'arrive plus à parler. Merci. Y a-t-il Monsieur Mergue? Oui, Monsieur le maire, Madame la première adjointe, notre groupe est naturellement en solidarité avec la population de Gennevilliers et de notre pays qui souffre de cette crise, et de plus longue date encore en soutien total aux populations des quartiers populaires. Donc naturellement que nous voterons ce vœu. Il est nécessaire d'apporter tous les soutiens en conséquence et équitable pour que les populations les plus touchées par cette crise puissent se voir dans une situation moins grave qu'elle n'est. Merci. Merci. Y a-t-il d'autres interventions?
S'il n'y en a pas, je vais procéder au vote. Avant, juste pour dire, depuis qu'on m'a mis vice-président à l'AMIF, à l'Association des maires d'Île-de-France, ça me permet de rencontrer la ministre de la Ville, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses où il y a des promesses, mais qui ne passent pas encore en actes. Et par exemple, on a demandé aussi que sur l'argent qui est fléché vers les quartiers populaires, qu'on puisse le contrôler. Ah oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on a demandé à ce que l'on puisse vérifier l'affectation réelle de ces sommes. Alors ça a été accepté par contre par le gouvernement. Reste à voir que la grille nous soit faite et qu'on puisse réellement le faire, c'est-à-dire de vérifier que ce que l'on dit, enfin ce qui est dit, c'est pas nous là, ce que dit le gouvernement sur l'affectation de fonds au quartier politique de la ville soit vraiment affecté en priorité au quartier politique de la ville. Si on arrive à l'exercer, ce sera un grand pas. Qui est pour, alors, si j'ai bien compris, l'unanimité, je vous remercie. Deuxième vœu, prévenir les violences chez nos jeunes. Monsieur Merga, allez-y. Oui, alors, monsieur le maire, pardon, recontextualisons. Excusez-moi. Moi aussi, je n'ai pas tout réussi dans la vie. Comment? Allez-y. Je ne suis pas dans une église, c'est vrai, j'ai oublié. J'y vais souvent. Alors, pour revenir sur le vœu, monsieur le maire, dans un premier temps, recontextualisons, nous ne sommes pas si loin des élections municipales et dans notre programme, la liste des jeunes Villois avait une préoccupation majeure en matière de sécurité, et non pas par dogmatisme, mais par pragmatisme. Et en l'occurrence, je dois vous le rappeler ici, nous avions proposé avec lucidité et courage la création d'une police municipale, non pas parce que nous affectons la pratique des cow-boys et l'insécurité liée aux forces censées maintenir l'ordre, mais parce qu'à un moment dans notre ville, qui, je le rappelle, fait partie de ces villes de plus de 10 000 et de loin habitants, qui pourraient justifier et tranquillement d'avoir une police municipale. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a des difficultés dans notre ville, et puis il y a surtout ces violences entre jeunes qui perdurent depuis des années. Alors tantôt ce sont des violences intervilles, mais quand même, ces dernières années, on a vu le développement de violences intra-quartier, enfin intra-ville et interquartier. Et ce sont des violences qui sont récurrentes. C'est-à-dire que ce sont des choses qui reviennent de manière incessante. Alors, nous avions dans notre programme, je repose le contexte, effectivement parlé de la police municipale, mais nous avions, et c'est l'axe de ce vœu, parlé aussi d'être sur nos deux jambes en la matière, la dissuasion et la prévention. Et en l'occurrence, dans cette partie préventive, nous avions proposé qu'il soit considéré comme absolument nécessaire d'accroître les moyens en matière de médiation et de prévention spécialisée. Or, force est de constater que la majorité a bien entendu décidé de rester sur son principe dogmatique, et encore que la police municipale étant créée dans notre ville, il faut le rappeler, pour l'instant seulement pour enlever des épaves, mais la situation à venir pourrait faire évoluer les situations. Nous en reparlerons le moment venu. Quoi qu'il en soit, il n'y a rien de fait en matière de dissuasion, en tout cas si peu, et pas plus d'ailleurs en matière de prévention, en tout cas l'efficacité n'est pas celle qu'on souhaiterait. Je rappelle que pas plus tard que dimanche, des parents extrêmement inquiets, une nouvelle fois de ces violences entre jeunes, ont décidé de faire une marche symbolique entre le collège Pasteur et le collège Édouard Vaillant. Alors, le vœu dans son ensemble donc nous interpelle ensemble pour faire en sorte que nous puissions avoir une politique de prévention significative et conséquente par rapport à ces problèmes, à ce fléau majeur dans notre ville. Je passe le détail de la lecture du vœu. Je viens, en tout cas, aux 4 propositions qui sont faites. Renforcer la présence de médiateurs devant nos collèges et notre lycée. Ils doivent être plus nombreux et systématiquement présents aux heures de sortie. Recruter à minima un agent supplémentaire pour s'occuper des collégiens décrocheurs au sein du fil continu. Bon, Madame Toumé en a parlé tout à l'heure, dispositif issu du PRE. Créer des postes de coordinateurs de quartier pour que ces derniers puissent faire le lien entre les écoles, les centres, les parents et les jeunes. Organiser des rencontres sportives interquartiers afin que nos jeunes puissent mieux se connaître.
voir si le club ado, déjà mis en place, peut s'en charger via des agents. Bref, vous l'aurez compris, notre souci principal, Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, c'est de faire en sorte que la collectivité puisse prendre à bras-le-corps ce problème et que cesse de se produire ce type de violence dans notre ville. Il en va de la sécurité de nos enfants, de nos jeunes et de l'inquiétude et de la quiétude qu'ils souhaitent retrouver des parents. Je vous remercie. Merci. On vous a d'autant mieux compris que 2 élus vont apporter des éléments de réponse. Monsieur Damoun. Alors, depuis plusieurs mois, en effet, des rixes ont lieu entre certains élèves des collèges Pasteur et Guy Môquet. Ces bagarres sont dangereuses et doivent impérativement cesser. Elles mettent en danger les adolescents impliqués et sont de nature à perturber le bon climat nécessaire à l'apprentissage. Ces altercations mettent aussi en difficulté l'équipe éducative et pédagogique de ces établissements qui sont pleinement mobilisés pour la réussite de nos enfants. C'est pourquoi la ville et ses équipes sont mobilisées pour y mettre un terme. Les médiateurs, renforcés par les animateurs depuis quelques jours déjà, sans compter les équipes pédagogiques des collèges, sont déjà sur le terrain dans un travail de longue haleine pour apaiser les espaces publics et faire en sorte que chaque élève se sente en sécurité. À plusieurs reprises, la ville a organisé des rencontres avec des parents des quartiers des Agnettes et des Grésillons pour agir ensemble et pour que chacun se sente partie prenante de ce défi. D'autres rencontres étaient également prévues récemment, mais le contexte sanitaire nous a empêchés de les tenir durant le mois de mars. C'est ensemble et unis que nous pourrons trouver des solutions. C'est ensemble que nous pourrons renouer le dialogue et faire prendre conscience aux jeunes que leurs actes sont dangereux, inacceptables et contre-productifs. La violence appelle la violence. Face à la recrudescence de ces actes, la ville a débloqué de nouveaux moyens. Ainsi, 2 médiateurs sont présents à chaque sortie de collège et 3 animateurs du service jeunesse sont positionnés également en renfort de ces médiateurs. Cette présence renforcée sur les parvis des collèges a permis d'éviter de nouveaux incidents. De même, nous allons écrire aux parents pour les alerter et les sensibiliser à la nécessité d'intervenir pour que leurs enfants ne se retrouvent pas impliqués dans des rixes. Aussi, nous rencontrerons les parents dont les enfants sont impliqués pour les aider à sortir leurs enfants de ces spirales d'affrontement. Avec eux, nous envisagerons toutes les mesures de prévention à mettre en place pour éviter qu'ils ne se retrouvent en grande difficulté. Une première réunion d'échange s'est d'ailleurs tenue mardi 15 avec les élus dont les délégations abordent des sujets en lien avec cette problématique. Une seconde rencontre se tiendra à la rentrée de janvier, selon une forme plus adaptée à la crise sanitaire, bien sûr, et pour mettre en œuvre avec les parents les mesures coéducatives contre ces violences. Cette situation nous inquiète tous, et nous la suivons de près. En plus, je pense que la particularité de ce genre de problème, c'est que ça concerne des bénéficiaires, et c'est pour ça qu'on va le regarder avec une attention qui dépasse le cadre électoral. C'est des bénéficiaires et sur des valeurs importantes que sont la paisibilité, le climat, la sécurité du climat et la sécurité dans la ville. Donc vraiment, c'est quelque chose qui va nous tenir à cœur. Donc cette situation, nous la suivons de près. Notre volonté est de mettre terme à un cycle de violence et contribuer ainsi au retour à un climat propice du bon apprentissage des savoirs et au développement personnel de nos enfants. Je vais sans plus attendre donner la parole à M. Duguay aussi, qui apportera une autre approche sur la question. Oui, merci. Donc je souhaiterais apporter quelques précisions complémentaires à celles faites par notre collègue Khalid Damoun. Comme cela vient d'être souligné, cette action préventive a déjà permis d'éviter que plusieurs incidents se dégénèrent. Elle a été complétée par un travail partenarial mené avec le commissariat de police de Gennevilliers pour identifier les fauteurs de troubles et faire cesser leurs menaces. Des procédures sont en cours, des jeunes ont été placés en garde à vue suite à leur identification, et ceci grâce à l'utilisation des caméras. Le réseau de vidéoprotection déployé par la ville a montré une fois de plus son utilité essentielle. Les caméras permettent au commissariat d'agir dès que des jeunes regroupements s'opèrent ou une confrontation entre jeunes se prépare. Cette vidéopatrouille permet ainsi de déclencher immédiatement une intervention d'équipe de police pour disperser les jeunes. Un exemple, le vendredi 4 décembre 2020, le commissariat avait anticipé et surveillé un établissement scolaire susceptible de faire l'objet de cette attaque grâce au centre de supervision urbain installé par la ville dans le poste de police. Ce dispositif a permis de procéder à l'interpellation de 5 mineurs, dont 2 ont été placés en garde à vue, car ils étaient porteurs de bombes lacrymogènes. Vous pouvez être assuré de notre vigilance collective pour maintenir cet effort collectif afin de mettre un terme à ce cycle de rixes entre jeunes et contribuer ainsi au retour de l'esprit de concorde. Votre vœu
n'a pas d'autre intérêt que d'évoquer un sujet de préoccupation que nous avons déjà pris à bras-le-corps. Les mesures déployées comme la mobilisation des moyens humains en témoignent. Les coordinateurs par quartier existent. Ils s'appellent les agents de développement local. Je n'en dis pas plus. Les développements à l'instant de M. Khalid Damoun et mes précisions deviennent d'en faire état. Nous ne pouvons voter un vœu. Nous demandons de mettre en œuvre des mesures déjà déployées. Donc j'invite donc mes collègues à voter contre. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Pardon, Madame Sailly. Alors, en commençant la lecture du vœu, je pensais y trouver la demande d'une police municipale armée, ce qui ne m'aurait pas étonné venant d'un élu UDI dont les députés ont voté largement le projet de loi du Excusez-moi, madame, il n'y a pas d'élu UDI ici. Le vœu a été écrit en partie. Le vœu... Monsieur le maire, excusez-moi de vous dire. Ça m'est égal. Ne dites pas des choses qui sont des mensonges, sinon je réagirai. Pointe à la ligne. Bon, s'il vous plaît, vous laissez Madame Sey, puis vous pouvez dire ce que vous voulez à dire. Ensuite, Madame Sey. Écrit en partie par un élu de l'UDI, dont les députés ont voté largement le projet de loi du gouvernement sur la sécurité globale avec l'article 24, qui est aujourd'hui très largement contesté comme liberticide. Le vœu fait référence à une police municipale, et nous sommes contre la municipale armée comme vous le souhaitez. Loin de minimiser les réalités qui impactent notre quotidien, nous défendons une orientation différente de l'appel au tout répressif. Vous dites, je cite, « C'est bien à la municipalité qu'il revient de s'assurer qu'un environnement pacifié puisse être garanti. » Je pense que cette mission incombe surtout à l'État, notamment en renforçant les effectifs de la police nationale comme elle s'y est engagée. Vous proposez de renforcer la présence de médiateurs, c'est très bien. Mais comme les collèges dépendent du département, je me demande pourquoi vous ne lui avez pas fait cette demande. Pour le lycée, il dépend de la région. Et là aussi, pourquoi la demande n'est pas faite aussi à la région? Alors, plutôt que de renforcer les politiques sécuritaires et répressives qui ciblent une catégorie de la population, n'aurions-nous pas à repenser collectivement les politiques publiques de prévention et d'éducation et combattre les inégalités territoriales et les violences subies? C'est pour ces raisons que nous allons nous abstenir et réitérons à la municipalité notre engagement pour agir au sein d'espaces collectifs de prévention et de soutien à la population et aux jeunes en particulier. Merci. Merci, Monsieur Meharga. Alors, Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, pour la dernière fois, le groupe Les Gennevillois n'est pas un groupe UDI. Est-ce que ça, c'est possible de le comprendre? C'est entendu, mais ce n'est pas une honte d'être à l'UDI, Monsieur Meharga. Monsieur Leclerc, vous êtes un descendant de Staline. Et pourtant, je ne vous le remets pas systématiquement à l'esprit. Donc, si vous voulez être honnête intellectuellement, reconnaissez que le groupe Les Gennevillois n'est juste qu'un groupe de citoyens et élus qui sont gennevillois. Point à la ligne. Ça, c'est une chose. Maintenant, je ne vais pas m'attarder sur le commentaire du groupe de la supposée opposition de gauche sur ma droite. En l'occurrence, parce qu'en fait, c'est du récité, c'est du réchauffé, et en fait, à part enfermer les uns et les autres, en tout cas surtout notre groupe, dans quelque chose qui est totalement erroné, voilà ce qu'ils savent faire, mais bon, j'espère qu'au cours de ce mandat, ils auront la capacité de réfléchir et de voir ce qui est la vérité. Monsieur Meharga, s'il vous plaît, vous êtes meilleur quand vous êtes calme. Bon, non, mais vous êtes meilleur quand vous êtes calme. Je ne relèverai pas sur ma descendance avec Staline, j'en parlerai avec ma mère. Mais je ne suis pas sûr que ce soit l'objet du débat ce soir. Et je vous le répète, ce n'est pas honteux d'être de l'UDI, et votre liste était notée UDI par le ministère de l'Intérieur. C'est un fait. C'est un fait. Faites rectifier par le ministère de l'Intérieur, mais regardez, peut-être que vous ne le savez pas, et que c'est malgré vous que ça a été déclaré UDI. Mais le ministère de l'Intérieur a bien mis ce résultat. C'est le résultat le plus sérieux. C'est les choses officielles. Mais c'est pas grave.
Non, mais on vous parle, c'est pas un argument, c'est un fait. C'est un fait du ministère de l'Intérieur. Bon, je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Deux voix. Qui est contre? Et 3 abstentions. Ce vœu est rejeté. Je vous propose de passer à la question orale du groupe Les Gennevillois. Lequel de vous deux? Madame Chala. Monsieur le maire, chers collègues, donc depuis près de 2 mois, on observe que plusieurs commerces de notre commune, notamment situés sur le quartier du village, des Grésillons, voire du Luth, notamment des commerces de proximité tels que la pharmacie, les restaurants, les épiceries et le coiffeur, ont été vandalisés. Leurs devantures ont été dégradées. Et c'est pourquoi, jeudi 4 décembre, nous avons rendu à certains commerçants dont la devanture a été vandalisée pour leur témoigner notre soutien au nom du groupe, de notre groupe. Non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Ah, c'est fou ce que Madame Chala, poursuivez toute voilà, seule. Voilà, c'est Mais ça. vous avez remarqué que je fais la police de l'Assemblée avec objectivité. Oui, merci. Madame Chala, Merci. vous n'interrompez pas, madame. Bon, Vous n'allez pas me sourire, déstabiliser. J'en étais où? Donc jeudi 4 décembre, nous avons rendu visite à certains commerçants pour leur témoigner notre soutien. Et donc il faut absolument mettre en place des moyens nécessaires pour qu'ils retrouvent les coupables et prévenir ces incidents. Monsieur Merga, n'interrompez pas Madame Chala. Ce n'est pas parce que c'est une femme qu'il faut l'interrompre. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vais y arriver. Ces actes de vandalisme et ces vols constituent une injustice totale pour les commerçants, puisqu'ils touchent des professionnels qui ont des valeurs, un savoir-faire et puis des services qui rendent aux Gennevillois notamment. Et nous pensons que chaque victime a le droit d'être à la fois soutenue et à la fois aussi de pouvoir travailler en toute sécurité. Ce qui m'amène à notre question. Donc, autrement dit, pour résumer, donc à la suite de ces actes de vandalisme, dans plusieurs petits commerçants, notamment sur ceux du village, qui ont été victimes, quelles sont les mesures concrètes qui ont été prises par la municipalité afin d'identifier l'auteur de ces actes, d'une part, et pour les éviter, pour éviter que ça se reproduise, d'autre part. Merci Madame Chala. La parole est à Monsieur Duguay. Monsieur Merga, vous questionnez donc la ville concernant les actes de vandalisme dont plusieurs petits commerçants, notamment ceux du village, ont été les victimes. Je tiens tout d'abord à dire que je suis, comme mes collègues du conseil municipal, en ma qualité d'adjoint au maire, en charge de la sécurité du commerce, préoccupé par cette situation. Les individus mal intentionnés qui s'attaquent aux biens des commerçants portent non seulement atteinte à leur activité professionnelle, mais fragilisent un peu plus des entrepreneurs déjà largement éprouvés par des conséquences financières de la crise du Covid. On ne peut que regretter des comportements et nous partageons l'émotion des commerçants dont les biens ont été dégradés. Cette action s'accomplit naturellement dans le respect des pouvoirs et la compétence de chacun. Ainsi, la police est chargée du travail d'investigation nécessaire pour que la justice puisse ensuite sanctionner les auteurs de ces faits. Dès que j'ai eu connaissance de ces événements, j'ai témoigné de la solidarité de la ville et de son soutien dans ces épreuves en rencontrant les victimes. J'ai simultanément rencontré les forces de police pour s'informer des dispositions prises par ces soins et voir ensemble notre contribution à la résolution de ces faits dommageables. La police est pleinement mobilisée, comme elle a pu en témoigner auprès des commerçants du village, en allant à leur rencontre avec le maire et moi-même, place Jean Grandel, donc le lundi 14 décembre. La police a confirmé qu'elle intensifiait ses contrôles grâce au réseau de vidéoprotection installé par la ville et accentué par ses patrouilles. Les commerçants sont incités à utiliser le 17 pour le central mobilise d'autres forces. La mise en place du couvre-feu à 20 h, à compter de mardi,
du mardi 15 décembre, va faciliter donc son action en lui permettant de repérer plus facilement les mouvements suspects. Un nouveau point sera fait en présentiel avec les commerçants début janvier. Évidemment, l'intervention de la police reste conditionnée aux moyens humains à sa disposition. C'est pourquoi le maire a écrit au préfet pour obtenir des moyens complémentaires afin que le commissaire dispose de toutes les forces nécessaires pour mettre un terme à ce phénomène. Elle a eu la confirmation que la vidéoprotection avait permis à l'enquête de réussir de premières arrestations. Ainsi, à l'aide des caméras de la ville, le commissariat procède à des interpellations de cambrioleurs régulièrement. Dans la nuit du 9 au 10 décembre, 3 mineurs isolés de 17, 16 et 14 ans ont été interpellés en flagrant délit de vol par effraction rue de la Procession à Gennevilliers. Il était 2 heures du matin. 4 services de police parisiens étaient à leur recherche pour des faits similaires. Ils ont fait l'objet d'une convocation au tribunal et ont retrouvé la liberté. Dans la semaine, les policiers de Gennevilliers ont interpellé à Paris un jeune mineur, auteur de 3 cambriolages à Gennevilliers. Il a été placé en garde à vue dans les locaux du commissariat. En votre nom à tous, je réaffirme la solidarité de la ville et transmettrai aux commerçants vos messages d'encouragement et de soutien. Ils sont assurés de notre soutien en plein et entier car nous savons combien leur activité est essentielle à la vitalité de Gennevilliers. Voilà la réponse, monsieur. Merci beaucoup. Je vous propose de passer maintenant au compte-rendu des décisions municipales. Il s'agit d'en prendre acte. Est-ce que vous êtes d'accord pour en prendre acte? Je vous en remercie. Je vais vous souhaiter, avant de lever la séance, de bonnes fêtes de fin d'année, en tout cas les meilleures possibles. Nous allons passer dans une situation encore jamais vécue. Et la prochaine séance aura lieu le 3 février à 20 h. Merci à vous toutes et tous.